contre leur présence dans cette partie de la République démocratique du Congo. Antenne A, le journal, à la présentation, John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. L'actualité ce soir, c'est aussi l'organisation des élections législatives à Bifalé. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Il s'agit en fait des arriérés des élections législatives de 2011, reportées annulé plutôt à cause d'une fraude massive dans cette localité. Première échéance électorale sous le deuxième mandat du président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalou. Cette élection a fait l'objet d'une soirée qui a été organisée au siège de la CENI à Kinshasa. Nous vous l'annoncions au sommaire. La lutte contre le chômage des jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des investissements, c'est le thème qui va guider les sommets de la CIRGL ouvert aujourd'hui à Nairobi, au Kenya. C'est un commentaire de Patricia Amouli. La lutte contre le chômage de jeunes par le développement des infrastructures et la promotion des investissements est le thème retenu pour le sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac tenu ce 24 juillet à Nairobi au Kenya. Ce sommet rassemble les participants en provenance de 12 États membres et partenaires ainsi que le membre du secrétariat général de la CIRGL. Il a été précédé par une exposition de jeunes qui se déroule à Nairobi du 19 au 24 juillet à Kenyatta International Convention Centre, organisé par le gouvernement du Kenya et le secrétariat général de la CIRGL pour montrer les meilleures pratiques sur l'emploi de jeunes et des projets d'autonomisation entrepris par les États membres et leurs partenaires. L'Assemblée générale de Forum régional multifonctionnel de jeunes a précédé ces sommets extraordinaires du 20 au 21 juillet 2014, ainsi que de la réunion de coordonnateurs nationaux de la CIRGL et des experts tenue le 22 juillet et la réunion de ministres de la jeunesse, du travail et des affaires étrangères organisée le 23 juillet 2014, toujours à Nairobi, au Kenya. À propos des jeunes, sachez que 6000 enfants ont été victimes en 3 ans des violences sexuelles en République démocratique du Congo. C'est la substance d'un rapport publié aux Nations Unies. Lucie Mamba vous présente en détail ce rapport. Plus de 6000 enfants congolais ont été victimes des violences entre janvier 2010 et décembre 2013, révèle le rapport des Nations Unies publié lundi 21 juillet à New York par la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants sur l'impact des conflits sur les enfants en RDC. Selon ce rapport, plusieurs enfants ont été gravement affectés par plusieurs vagues des conflits, en particulier dans les provinces de l'Est du pays. Ils ont été tués, mutilés, victimes de violences sexuelles et enlevés par toutes les parties impliquées dans le conflit. Des centaines d'écoles et hôpitaux ont été attaqués et pire utilisés à des fins militaires. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, quant à lui, affirme que les statistiques sont une chose, mais derrière chaque cas, il y a une tragédie pour un enfant, une famille, une communauté. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre et à traduire en justice les auteurs de ces actes odieux, aussi bien issus de ses propres rangs que de ceux des groupes armés. La possibilité des cantonnements de FDLR à Kisangani en province orientale révolte la société civile de cette province qui a annoncé tenir une marche de protestation déjà dès bientôt. Commentaire Anne-Marie Ossite. Chemin pour manifester sa désapprobation suite à la décision du gouvernement congolais et la MONUSCO de cantonner les éléments de FDLR à Kisangani. La société civile de la province orientale estime que la province risque de replonger dans le conflit armé et social créé par la présence des LRA et les Mbororo. Par ailleurs, cette ville martyre a déjà subi des affres de guerre à répétition causées par la présence rwandaise, connue pour leur capacité de nuisance et leur caractère génocidaire.
Ayant constaté que la destination finale des FDLR, selon plusieurs sources d'informations concordantes, demeure Kisangani et que leur redéploiement dans d'autres provinces se fera dans les jours à venir. Les organisations de la société civile de la province orientale appellent la population boyomaise à observer une ville morte demain vendredi 25 juillet pour empêcher l'application de la décision concertée gouvernement MONUSCO. Le même vendredi 25 juillet, la République démocratique du Congo va commémorer la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information initialement prévue le 17 mai, mais comme cette date coïncide avec la commémoration de l'arrivée de l'AFDL à Kinshasa, eh bien, la date a été donc reportée au 25 juillet. En prélude de cet événement, le secrétaire général de l'Union internationale de la télécommunication, le docteur Hamadoun Touré, séjourne à Kinshasa. Il a été reçu aujourd'hui par les présidents de l'Assemblée nationale, Oba Minakou. C'est un reportage d'Elaïne Boufando et Blaise Lunda. Ce sera une fois de plus l'occasion pour le docteur Hamadoun Touré d'insister sur l'importance de larges bandes pour l'économie nationale. Invité spécial du ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le secrétaire général de l'UIT a affirmé que la connectivité large bande est aujourd'hui indispensable pour garantir une utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication au service de la santé, de l'éducation, de la gouvernance et du commerce afin de parvenir à une croissance socio-économique durable. Il l'a déclaré au terme de l'audience que lui a accordée au Minakou, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Cette visite nous a permis de voir ensemble l'évolution de l'environnement des technologies de l'information et de la communication. La législation est très importante dans tout ce que nous faisons. La base même du développement des technologies de l'information et de la communication sera effectivement des très bonnes législations, attractives pour l'investissement, attractives pour la population. La visite du secrétaire général de l'UIT sera ponctuée par des visites sur le terrain et des audiences avec différentes autorités de la RDC, les acteurs du secteur et les consommateurs. L'événement n'avait pas manqué de choquer plus d'un des professionnels des médias passés à tabac par les agents de circulation routière. Il faut être vraiment au Congo pour pouvoir assister à ce genre de scènes. Et c'est une situation que la plupart des syndicats professionnels ont condamnée, entre autres l'Observatoire des médias congolais et Journalistes en danger, qui ont critiqué, qui ont condamné cette attitude de la police des circulations routières. Faisant ensuite à cette vague de déclarations, le général Kanyama, qui est, comme vous le savez, numéro 1 de la police à Kinshasa, s'est rendu aujourd'hui à la télévision Molière TV, question de se rendre compte de ce qui s'était passé. Voilà, suivez ce reportage pour plus de détails. Suite aux incidents survenus entre les agents de la police des circulations routières et les journalistes de Molière Télévision au siège de la dite chaîne, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu personnellement sur le lieu pour se rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Ils ont été reçus par le PDG de cette télévision, M. Léoné Malemba. À l'issue de cet entretien à huis clos, le responsable de Molière Télévision a déclaré qu'il n'y a pas de guerre entre la chaîne et la police. Je tiens simplement à dire nous n'avons aucun problème avec notre police, car c'est grâce à elle que nous pouvons aujourd'hui étendre le champ de notre travail. Bien qu'il y ait eu des bavures, n'oublions pas que nous sommes tous humains. On parvient d'une façon ou d'une autre à faire notre travail. Quant au numéro 1 de la police de ville de Kinshasa, il a rappelé à chacun de faire son travail tout en respectant les règles établies. Il faudrait que chaque policier soit responsable et qu'il se mette en tête que nous sommes au service du peuple. Nos compatriotes, nos frères et sœurs que nous sécurisons, qu'ils continuent à faire confiance à la police. Et surtout, ne pas utiliser nos chaînes, soit la presse, pour se rendre justice. Nul n'est censé ignorer la loi,
Notons que la police étant issue de la population, sa mission première consiste en la protection des civils et de leurs biens. Nous allons nous rendre aux cliniques universitaires de Kinshasa pour vous présenter les laboratoires de parasitologie, qui est un instrument très important, même si aujourd'hui il est un peu abandonné à son propre, à son triste sort. C'est un reportage de Popol Ziakwa. Département des cliniques universitaires de Kinshasa, le laboratoire de parasitologie a déjà fait ses lettres de noblesse dans le traitement de pathologies tropicales qui se retrouvent davantage en Afrique centrale. Donc les parasites sont des êtres vivants, on peut appeler comme ça, qui sont responsables de certaines pathologies. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de fonds qui sont mis pour essayer d'arriver à éradiquer ou à prévenir ou à donner des cures curatives de malaria. Donc le plasmodium est responsable de la malaria. Mais ce plasmodium, il est transmis par un autre arthropode qui est aussi un parasite qu'on peut appeler comme ça, c'est l'anophèle. Seulement voilà, cette infrastructure est depuis abandonnée à son triste sort avec un équipement insuffisant et obsolète. C'est un problème de moyens aussi. Vous voyez ça, il y a des pathologies qu'on peut soigner, mais ça demande des gros moyens. Et jusqu'aujourd'hui, ici, de manière générale en Afrique, on n'a pas assez de moyens, on ne met pas beaucoup de moyens pour aider ceux qui ont appris des connaissances, des soignés, à pouvoir arriver à remédier à ces problèmes. Et pourtant, le gouvernement congolais bourse des fortes sommes d'argent pour des soins à l'étranger qui peuvent être pris en charge par ce laboratoire, sans compter le fait que celui-ci est aussi sollicité par une population démunie. Le ministre provincial de la Santé du Sud Kivu, le docteur Mwanza Mangunia, a lancé officiellement le projet dénommé Maison médicale pour la prise en charge des personnes du 3e âge. Plus de détails avec notre correspondant à Bukavu de la Chance Mitima. Ce centre de santé situé au quartier B à Bagira servira de site d'exécution de ces projets qui s'inscrit dans le cadre de promouvoir les soins de santé des personnes du 3e âge. Selon les chargés des soins de santé primaire au Sud Kivu et médecin inspecteur provincial à l'intérim, le docteur Zozo Moussafiri, ce projet est une réflexion qui a été faite suite à un besoin qui se faisait ressentir au Sud Kivu par rapport à la prise en charge de cette catégorie de personnes et qui a été matérialisé grâce à l'appui technique de l'ONG Louvain Coopération. Il ajoute que ce centre de santé n'est pas une structure spéciale qui pourra s'occuper uniquement de vieillards, mais plutôt un site pilote choisi pour expérimenter les projets maison médicale avant de l'étendre sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. De son côté, le directeur national de Louvain Coopération, Paul Bandré, indique que ce projet, qui s'inscrit dans le programme triennal 2014-2016 de Louvain Coopération, vise à apporter des réponses à l'accès des personnes de 3e âge aux soins globaux de santé, renforcer la stratégie de paiement de ces soins grâce aux mutuelles de santé et de contribuer aux connaissances scientifiques. Le ministre provincial de la Santé, Mwanza Mangunia, martèle que ces soins ne seront pas gratuits, mais grâce à l'adhésion aux mutuelles de santé par ces personnes de 3e âge, ces soins leur seront facilités. Bukavu, Mitima de la Chance, Antenne A. Bonne nouvelle aussi pour la population de la Tchangou à Kinshasa. Canal Plus RDC a installé un centre de distribution et une nouvelle boutique Canal Plus à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjili. L'ouverture a eu lieu ce jeudi avec elle a connu la présence du bourgmestre de cette commune, la commune de Ndjili, et le PDG de Canal Plus RDC. Africa Mujinga, Safi Maléo pour le reportage. Pas un foyer sans Canal+. C'est la mission qui s'est donnée cette entreprise de télécommunications dans sa politique de proximité pour répondre aux besoins de ses abonnés et ses partenaires locaux. Raison pour laquelle il a été inauguré ce centre de distribution qui servira en même temps des boutiques. Et l'entité à l'international du groupe Canal+, qui donc commercialise les marques Canal+ et Canalsat, notamment en Afrique. L'Afrique est vraiment au cœur de la stratégie du groupe Canal+.
notamment la RDC qui est un vrai relais de croissance pour le groupe en Afrique. Nous avons écouté nos clients en RDC et ils souhaitent plus de proximité, donc c'est pour ça que nous ouvrons cette boutique dans ce quartier. Le directeur général des Canal Plus RDC s'est réjoui d'implanter cette boutique en présence de numéro 1 de l'une des premières municipalités de Kinshasa, Senghor Biya. Djili représente une grande population. Pour nous, nous ne pouvions pas rester insensibles. Dans nos plans, nous avions prévu d'avoir un centre de distribution, au-delà d'avoir une boutique. C'est un bureau dans lequel nous allons opérer dans toute cette partie de la Tchangou. Vous nous accompagnez depuis un certain temps. Vous voyez notre engagement de pouvoir apporter un service de qualité. Canal Plus prévoit de lancer au mois d'octobre de l'année en cours une nouvelle chaîne 100% africain. Qui dit mieux? Ne vous y trompez pas, au 142 sur le bouquet CanalSat, vous retrouverez bien entendu Antenne A, la chaîne de référence. Ce jeudi 24 juillet, le ministre des Sports congolais a reçu en son cabinet de travail l'envoyé spécial de l'Union africaine de judo qui est à Kinshasa depuis quelques jours. Question de se rendre compte de l'état de santé de la famille judo RDC. C'est un reportage de Papi Katassi et Mathieu Ngadipovi. En séjour à Kinshasa, depuis le mercredi 23 juillet, dans la soirée, le secrétaire général de l'UAJ, l'Union africaine des judo, le centrafricain André Ngoy, est allé présenter ses civilités ce jeudi 24 juillet au cabinet du ministre des Sports. L'envoyé spécial de l'UAJ est à Kinshasa pour s'enquérir de la situation floue qui règne au sein de la grande famille du judo. Je suis venu voir le ministre des Sports parce qu'il nous est revenu au niveau de l'UAJ que la Fédération nationale congolaise de judo était gérée présentement par deux structures qui s'estimaient toutes les deux légales. Et c'est une situation que l'Union africaine de judo ne pouvait pas accepter. On ne peut pas concevoir qu'une discipline sportive soit dirigée concomitamment par deux structures. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu voir la première autorité qui gère le sport au plan national, pour savoir ce qu'il en était. Dans son agenda, André Ngoy va s'entretenir avec les deux parties en conflit. Et pour terminer son séjour avec un entretien avec le comité exécutif du comité olympique congolais. André Ngoy dit réserver son rapport aux plus hautes instances du judo africain. Eh bien, restons dans le sport où dans le cadre de la préparation de la 4e journée de la Ligue africaine de clubs, les tout-puissants Mazembe séjournent à Tunis, en Tunisie, en vue d'affronter ce dimanche à Alexandrie, en Égypte, l'équipe de Zamalek, Borel Mukendi, Rigo Moulopo. L'appétit vient en mangeant, mais le tout-puissant Mazembe du chairman Moïse Katumbi est loin de se montrer rassasié, dans le goût de soulever une énième coupe. C'est pour cela, après son fin de championnat en pole position, le noir et blanc de la province cuprifère du Katanga ont jugé utile pour bien aborder la phase retour de la Ligue des Champions de se rendre au Maghreb pour maîtriser l'atmosphère du Nord, de ramener un campin au pays, souhait émis par les coachs Carteron. Pour moi, la meilleure façon d'aller faire un exploit à Zamalek, c'est déjà de s'imprégner du fait de jouer le soir et surtout d'être confronté à ces équipes qui, on l'a vu encore aujourd'hui, sont très agressives, qui sont très pleureuses aussi. Tout ceci dans le but de confirmer si et seulement si les Congolais de l'Air des Congo sont physiquement au point d'aborder ces derniers virages qui ne sourient pas aux faibles et les poussent à chavirer. Malgré l'absence de 4 joueurs dans l'effectif, suspendu par la Conférence africaine de football. Mais attention, la mission de Patrice Carteron est d'enrichir le vitrine de Corbeau cette année. Champion du Zaïre. Eh bien, on ne s'est pas trompé de drapeau, certainement. En prélude de la journée internationale de la femme africaine prévue le 31 juillet 2014, en RDC, précisément à Kinshasa, les comités des femmes pratiquant les sports à Ouissa et dans le préparatif de cet événement sportif. C'est un reportage de Ndaye Ilambouchi. En prévision de la journée mondiale de la femme africaine prévue le 31 juillet 2014 prochain, les comités de l'association des femmes pratiquant le sport à Ouissa s'y préparent d'arrache-pied en vue de bien célébrer cette fête avec faste au stade Tata Raphaël de la Quétule.
Certes, une réunion de sensibilisation et de mobilisation a été organisée. Après ces assises présidées par la vice-présidente Monique Mbombo, les impressions sont plutôt bonnes. C'est pourquoi nous nous trouvons ici au stade Tata Raphaël, là où la manifestation aura lieu. Nous sommes venus pour sensibiliser davantage les membres du comité ainsi que les athlètes de certaines disciplines que nous avons eu à sélectionner pour pouvoir mettre toutes les batteries en marche. Nous avons la lutte, nous avons le catch, nous avons la boxe, nous avons le judo, taekwondo, nous avons les silikoti, karaté, nous avons les nzango, nous avons géoli, tir à la corde, saut à la corde. Puisque quand on parle de la femme, dans la femme il y a la vertu, dans la femme il y a toutes les bonnes choses. Nous voulons assez que les gens de bonne volonté puissent nous accompagner pour que la journée célébrée pour la femme africaine soit effective. Pour la réussite de cet événement, Monique Mbombo demande aux hommes de bonne volonté de leur prêter main forte. En page internationale, les Pays-Bas a décrété une journée de deuil national en hommage aux 193 Néerlandais qui ont perdu la vie dans le crash aérien du vol de Air Malaisie qui s'est produit en Ukraine. Suivez ces images de nos confrères du TV5 Monde. Lentement, souvent une fleur à la main, ils sont plusieurs milliers ce mercredi soir à marcher dans les rues d'Amsterdam. Un parcours de quelques kilomètres qui se termine sur la place du Dam, principale place du centre. En ce jour de deuil national, les Néerlandais veulent honorer la mémoire des 298 victimes du vol MH17, 298 dont 193 de leurs compatriotes. Le plus important, c'est que nous sommes nombreux. J'espère que cela envoie le message au monde, ce message clair, que cela ne doit pas se reproduire. C'est un peu plus tôt dans l'après-midi que les premières dépouilles des victimes néerlandaises arrivent sur le tarmac de l'aéroport d'Eindhoven, accueillies par les familles, mais aussi par le roi Willem-Alexander, sa femme Maxima et le Premier ministre Mark Rutte. 40 cercueils placés dans des corbillards et ce cortège qui les conduit vers une base militaire. Tout au long du chemin, une foule de Néerlandais venus rendre hommage aux victimes. Ils applaudissent au passage des voitures. C'était un moment d'émotion. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Je ne peux rien dire de plus. C'était lourd et très impressionnant. C'était beau mais triste aussi. C'est maintenant dans cette base militaire que les corps doivent être identifiés, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois. Nous allons à présent lire la presse parue ce jeudi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Domomat. Bonsoir. L'attaque du camp Tchatchi continue d'alimenter les débats dans la presse écrite quinoise. Selon le palmarès, les services de sécurité continuent de fouiller et de farfouiller. Pour le moment, on croit savoir que les assaillants du camp Tchatchi seraient les éléments de la garde présidentielle sous Mobutu, ayant regagné les pays parmi le refoulé de Brazzaville. Ils auraient bénéficié de complicités et ce sont ces dernières qui ont activement provoqué la panique et la démobilisation au sein de l'opinion. Qui sont ces complices? C'est à cette question que les services de sécurité s'acharnent à répondre. Le phare note qu'il s'agit là d'une énième attaque, empruntant les mêmes scénarios. Le confrère s'est fait le devoir de mémoire et rappelle quelques-unes d'entre elles. Affaire des conspirations de la Pentecôte, affaire des terroristes avec Kaloumé, affaire Eric Lengue, Faustin Mounene, affaire des adeptes du pasteur Mukungubila. Pourquoi s'interroge alors le journal? En dépit de la certitude de ne pas réussir leur mission suicidaire, persiste-t-il à tenter l'impossible? Certains Quinois révèlent le tabloïd. Au fil du temps, commencent à se demander s'il s'agit réellement de coups de force manqués ou des mises en scène. De la guerre avec fusil et machette à une autre guerre, celle de mots cette fois-ci, autour de la révision constitutionnelle. Forum de Zas constate que le président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle, et Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, observe un silence suspect sur le sujet.
Comme le 2, le cardinal Mosengu s'est réservé de se prononcer sur le même sujet, alors que la position du prélat catholique était vraisemblablement attendue par plus d'un lors de la 22e semaine des intellectuels catholiques qui réfléchissaient sur le thème « L'intellectuel catholique face à la révision constitutionnelle ». La République note que les intellectuels catholiques attendraient la position nette de l'archevêque pour qu'il récupère la bride. L'autoroute rapporte de son côté que la ministre du portefeuille, Louise Munga, aurait rallumé les feux à la régie de voies aériennes en ordonnant l'installation des experts de la DPI à cette régie. Le gouvernement aurait déboursé 800 000 € au profit des 10 experts. Un ultimatum de 72 heures lui a été donc adressé par les syndicats de l'art RVA pour résilier ses contrats. De leur côté, les travailleurs de la SNCC continuent leur grève malgré la signature d'un pacte social de solidarité avec le gouvernement. Selon la référence plus qui rapporte la nouvelle, les grévistes veulent s'imprégner des détails contenus dans le document malgré l'annonce de la paye de 2 mois de salaire. Enfin, tous les médias non en règle sont en instance de fermeture, signale l'Observateur. C'est la décision prise par les 2 ministres de la Communication et du PTNTIC, Lambert Mende Omalanga et Trifon Kinkei, avec le président du CESAC, Jean Bosco Baala, après la réunion du mardi avec le Premier ministre Matata Ponyo. Prenez rendez-vous demain avec le même timbre vocal pour la lecture de Quotidien Quinois. Bonsoir chez vous. Bonsoir à tous ceux qui suivent Antenne A sur le bouquet Canal Sat à Mbujimaï précisément, en clair avec notre partenaire KHRT Télévision. Bonne soirée en compagnie de nos programmes.